Salut Max, Et c'est parti pour les bêtes de sales. Comment ça va, Julien? je suis très content de t'avoir, très content de t'avoir, donc ça va super bien et toi? Ouais, super, très bien. Je suis content de pouvoir échanger avec toi là depuis le temps qu'on suit sur les réseaux, qu'on puisse parler de sales. Bon bah ça me fait plaisir, ouais. Exactement. Alors moi je préviens direct en avance, il fait je pense 39 degrés, je suis dehors, Max c'est vraiment pour toi. J'ai une chemise noire, pour ceux qui écoutent le podcast qui ne le regardent pas, une chemise noire et j'ai des serviettes à côté parce que je risque de m'éponger comme il faut. Ah. Je fais tout ça pour toi Max. Bah moi c'est pareil et j'ai mis mon t-shirt de rendez-vous visio là. Ça fait longtemps Incroyable, maintenant que très bien. ouais, c'est ma tenue de travail là. Je l'ai mis juste pour toi aussi. Pareil, tu vois, j'ai repassé mon t-shirt là, juste pour toi. C'est trop mignon, c'est fait beau l'un pour l'autre. Bon, trop bien. Max, je te laisse te présenter qui tu es et ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Donc bah bonjour à tous, les futurs auditeurs qui vont écouter ce podcast. Donc moi ça fait 15 ans que je suis dans les fonctions commerciales maintenant. J'ai fait des écuries comme Xerox, les copieurs, je suis passé dans l'agroalimentaire chez Mars. J'ai fait de la startup Companeo. Enfin, je suis tellement accro au bizdev qu'à un moment dans ma vie, je me suis dit tiens, je vais créer une boîte, je vais l'appeler MyBizDev et je vais vendre des bizdev pour te dire. Et puis aujourd'hui en fait moi je suis formateur commercial. Donc mes clients, c'est des équipes commerciales entre 3 et 15 personnes dans l'équipe commerciale, donc plutôt des équipes petite taille moyenne et puis je les aide à faire leurs objectifs commerciaux. C'est vraiment ça mon but. Tu sais, Exactement. je veux pas partir à gauche, mais je disais, tu sais, dans des boîtes, en fait, quand les boîtes elles font leurs objectifs commerciaux, tu sens un mood. Il se passe quelque chose dans les couloirs. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, quand les chiffres ils sont faits, dans tous les services ça va bien, toutes les BU ça rigole, il y a du budget pour tout le monde, les pitchs du CEO le lundi tout le monde rigole. Et quand tu es dans une boîte où les objectifs ils sont pas faits en fin de trimestre, c'est toujours plus tendu, l'ambiance, tout est plus compliqué. Bon voilà, moi ce que je fais c'est de faire passer d'un mode A à un mode B quoi. Super intéressant. On va parler de ce mode A et mode B, entre autres. J'aimerais bien que tu m'expliques, selon toi, parce que là aujourd'hui, on voit tout un. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de noms pour juste parler de commercial. commercial. Donc, quel- qu'est-ce que c'est la définition d'un bizdev pour toi? Et j'aimerais bien peut-être qu'on fasse la différence entre, par exemple, un SDR et un vrai bizdev. Ouais, 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 complètement. Bah, si tu veux, pour moi, le bizdev, c'est un peu comme un noyau brut. Tu sais, une sorte de diamant brut. Et après, le but, ça va être de pouvoir poncer un peu les facettes ou sculpter les facettes qui nous intéressent. Mais pour moi, bizdev, c'est le noyau. Et accroché à ça, je peux avoir à développer la facette du SDR, donc qui va faire de la prospection. Je peux avoir à développer la facette du sales, qui va faire de la vente. Je pourrais avoir développé la facette account manager, qui va être la gestion du portefeuille. Pour moi, le bizdev, c'est le rôle du milieu. On est tous bizdev. Et après, chacun a ses spécialités, quoi. Ça, c'est Est-ce que vraiment le ma biz- vision des choses. Est-ce que le bizdev, au final, c'est un peu le point de départ? Au final, c'est un peu le couteau suisse qui est censé savoir tout faire? Ouais, pour moi, c'est ce couteau suisse là. Et pour moi, c'est aussi la digne évolution du métier de commercial. Tu vois, je me souviens tu sais, MyBizDev, moi, il y a 5 ans à l'époque, j'étais un des premiers à promulguer ce métier-là. Et des gens me disaient, mais Max, tu fais du remodeling. En fait, tu changes le mot du métier pour que ça fasse mieux vu sur le papier. Tu vois. Et d'un côté, ils avaient pas tort, c'était vrai. C'est ce que je Ouais. faisais. Mais le truc, c'est que la fonction, elle a tellement changé. J'expliquais au mec, oui, mais pas que. Moi, il y a 15 ans, j'avais pas de GPS, pas de PC. Le téléphone, j'avais la nuque coupée en deux comme ça pendant des heures sur mon tapis. Je faisais 2 heures de bagnole pour aller voir un prospect à Béziers. J'habitais à Montpellier, c'était mon quotidien. Et maintenant, je peux démarcher le monde entier depuis mon PC, faire des visios. Enfin, c'est le métier, il a changé. Donc pour moi, c'est pas du bashing de changer le nom de commercial, c'est devenu l'évolution en fait, tu vois. Bon, de toute façon, ça a été fait, popularisé par beaucoup. Moi, je prends l'exemple, en ce qui me concerne, la partie closer. On n'a jamais eu autant de volonté de cacher le mot vendeur ou commercial et tu vois, de mettre un truc plus sexy. Et d'ailleurs, c'est une erreur pour moi parce que les gens pensent venir chez nous en mode ah, je vais pas faire de la vente, hein, c'est éthique et bienveillant. Si, c'est de la vente, tu vas prendre ton téléphone, tu vas te prendre des bâches et si, c'est bien de la vente. On n'oublie pas le vrai métier, quoi. Donc, il y a quelque chose aussi, si tu veux bien peut-être partager ça, justement, les évolutions. Mais moi, il y avait cette anecdote qui m'a marqué en ce qui concerne mince, ah, tu faisais de la prospection avec les trucs sur les sets de table Hmm. Les sets de table, c'était bon ça. C'est quand je parlais de mes sources de prospection à l'ancienne là. à Et l'ancienne. c'est vrai Ouais. quand on était commercial terrain, bon bah le midi on allait manger quoi. Et tout était bon pour prospecter. Tu vois, on savait que quand on faisait 2 jours de prospection par semaine, où c'était lundi, mercredi, tous au bureau, on fait que de la prospection. Et en fonction de nos sources de prospection, on pouvait plus ou moins anticiper par avance si ça allait être facile ou pas la session.
tu vois? Parce qu'à l'époque, il y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, il y avait pas de lead entrant, il y avait pas de mail ou des choses comme ça. Et moi, une de mes sources de prospection préférées, c'était les sets de table. Et les sets de table, bah, c'est le bout de papier que tu as en dessous de ton assiette, quoi. Et quand je rentrais au bureau après mes sets de table, bah c'était ma source de prospection privilégiée, ouais, d'avoir les encarts de pub de Monsieur Martin, etc. Écrites dessus. Ça m'a marqué. Il y a quelque chose qui te caractérise, en tout cas selon moi et de l'extérieur. C'est le premier truc, en tout cas, qui me marque le plus quand je t'ai connu et quand j'ai appris aussi à voir ce que tu partageais, ce que tu avais traversé et comment tu passes au-dessus de ça. C'est que pour moi, à la fois, tu es un bourrin, mais tu es un MacGyver en fait, de la vente. Quoi. C'est-à-dire, pour moi, tu as vraiment cet ADN du bizdev, en tout cas du commercial, qui est, en gros, tu lâches dans la jungle et le mec, il est capable de sortir de la jungle tout seul, avec sur son dos, tu vois, deux ours, et te dire, voilà, c'est mon mission accomplie, tu vois. Mais c'est vrai que quand on a appris le bizdev comme nous à l'époque où on n'avait rien, en fait aujourd'hui ça devient un terrain de jeu. Mais tu sais cette démarche-là, je l'ai même eu je crois tu sais, dans ma vie pro quand j'étais chez Xerox, j'avais une agence commerciale à Montpellier, on était que des sales, on était 8. Chez Mars, c'était pas full remote, c'était home office, on appelait ça. T'es tout seul sur le terrain. Les bureaux ils étaient en Alsace, moi j'étais à Paris quoi, donc j'étais tout seul, je bossais depuis chez moi. Et chez Companeo, après 50 sales, c'est la première fois où j'étais dans un siège social. Les mecs comme moi, on les mettait que déportés sur le terrain, tu sais. C'est la première fois où j'avais le droit de rentrer dans un bureau et de voir d'autres gens que des bizdev. J'avais jamais côtoyé, en 50 vie pro, j'avais jamais côtoyé des gens du marketing ou autre, j'étais toujours sur le terrain, moi. Et je me souviens, la première journée où j'étais arrivé chez Companeo au bureau, mais pendant 3 jours, je suis allé voir tout le monde, serrer les mains de tout le monde. Moi, c'est Maxime, je suis arrivé hier, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Et les mecs, ils m'avaient fait, non, mais c'est bon, arrête, t'es arrivé hier, c'est bon. Tu vois, les Parisiens, nous, à Montpellier, on était très accueillants. Les Parisiens, c'était différent. Et en fait, ils comprenaient pas qu'il y avait un fou qui arrivait dans les bureaux pour dire bonjour à tout le monde. Parce qu'en fait, serrer des mains, c'était pas juste prospecter. C'est qu'en fait, moi, j'aime les gens, tu vois. Même si c'est juste pour aller rencontrer des nouvelles personnes, tu vois. Est-ce que tu as toujours eu cet ADN-là en fait, tout ça t'est venu, tu vois, parce que bon, moi, tu parles souvent de Xerox, mais il y a eu un passif où t'étais pas prédestiné à ça, ou comment, c'est quoi la genèse? Ouais. Bah, souvent, je dis le métier de vendeur, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Dans le sens où, tu sais, moi, j'ai grandi à Pau. C'est dans le sud-ouest. Bah, Donc, c'est pas très loin chez moi, ouais. ouais, c'est à côté de chez toi. Donc, en fait, à Pau, surtout moi qui n'ai pas eu le bac, quand t'as pas de diplôme, t'as trois chemins de vie. Donc, t'as sous-traitant turboméca. Tu vois, c'est des sous-traitants de chez Airbus. T'as artisan, c'est des très beaux métiers, il y en a beaucoup dans le sud-ouest, ou t'as tireur de palettes dans la grande distrie. Donc moi j'étais un tireur de palettes dans la grande distrie, j'ai fait ça un an et demi ou 2 ans quand j'avais 18 ans là, quand je sortais du lycée. Et en fait à un moment je me suis barré et j'ai postulé partout. À tous les jobs je postulais, j'allais sur le site de Pôle Emploi, je postulais à chaque annonce, tu vois. Et en fait, bah, c'est le commercial qui m'a choisi, c'est pas moi, tu vois. Le premier qui m'a répondu pour un entretien, c'était Xerox. C'est les premiers qui m'ont fait démarrer, quoi. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de l'école commerciale Xerox, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que bon, t'en parles souvent et je ressens qu'il y a une fierté de venir de là, et que toi, tu t'en parles à chaque fois. Et moi, je sais que je parle beaucoup de mon mentor avant dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui m'a énormément marqué. J'en parle parce que ça crée un ADN commercial qui, en plus, tu vois, à la fois te tire vers le haut, toi, mais t'apporte des résultats. C'était quoi ce qui t'a le plus apporté dans cette école-là chez Xerox? Ouais, bah si tu veux, en fait, dans Xerox, c'est des cultures d'entreprise, si tu veux, qui vont rester fortes derrière. L'école Xerox, vraiment, ce qui est marquant là-dedans, c'est que quand tu rentres dans cette boîte-là, les gens sont des passionnés de la vente et en fait, tu rentres dans une espèce de machine. Quand tu es un jeune commercial et que tu sais rien, où les gens vont t'aider et vont t'accompagner pour réussir. Tu vois, ton onboarding de J1 à J80, les mecs te lâchent pas, tes managers vont avec toi en double écoute, t'es formé tous les jours. Et c'est vraiment une écurie comme une équipe de sport où tu dois performer pour faire de la vente. Tu vois, la vente est le corps de métier en fait dans cette entreprise-là. Tu vois, C'est l'ADN, ça fait partie de leur ADN, quoi. c'est l'ADN. Et j'en parle beaucoup parce que tu sais, moi qui ai quand même beaucoup travaillé avec des startups et dans le recrutement, je vois beaucoup de jeunes, d'alternants ou de stagiaires. Des fois, ils rentrent dans des boîtes et en fait, je veux bien des fois qu'on fasse les trucs à l'arrache, mais en fait, les mecs n'ont absolument rien.
ne sont pas aidés, il y a personne pour répondre à leurs questions. Et en fait, c'est prendre une carrière professionnelle et c'est de leur briser la tête dans le mur. Si moi aujourd'hui, je me considère comme, tu sais, un goth en vente, même un god, un excellent vendeur, c'est pas parce que je suis bon, c'est parce que dans toute mon expérience professionnelle, j'ai toujours eu la chance d'avoir des boîtes où des mecs ont mis des billes sur moi et du temps sur moi. Tu vois, Xerox, Mars, Companeo, il y a toujours des mecs qui ont pris ma carrière et qui m'ont poussé à être meilleur et qui m'ont aidé tout le temps en fait, tu vois. C'est important de pouvoir être soutenu, surtout sur un métier comme celui-ci où tu te prends quand même pas mal de bâches. C'est moralement, il faut savoir le tenir. Et puis on peut se sentir un peu livré à soi-même si on n'a personne derrière, tu vois, qui nous soutient. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut aller et avancer un petit peu sur la création de MyBizDev? Comment t'en es venu? Ce que ça a donné? Si tu peux parler un peu de chiffres et comment ça a évolué? Ouais, bien sûr. Donc en fait, MyBizDev, c'était une boîte qui mettait à disposition des entreprises des business développeurs. Tu pouvais créer des missions et soit embaucher en CDI ou soit avoir des bizdev en freelance. Moi, ça avait plutôt démarré au quart de tour. Tu vois, j'étais sur Paris, je m'étais lancé en freelance et 2, 3 mois après, bah, j'avais mes clients qui voulaient avoir des bonhommes. Tu vois, avec une question, bah tiens Max, comment on recrute des business développeurs? Finalement, on a fait un bizdev, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 250 et tout MyBizDev. Donc tu vois, MyBizDev, c'était une boîte qui avait démarré aussi plutôt très bien. La première année, tout seul en interne, on avait fait 420 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, en fin d'année 1, je m'étais associé. On avait embauché 10 personnes et on avait dépassé le million deux. Et puis, on avait fait une petite levée de fonds après cette deuxième année pour développer des bureaux à Lille. J'avais pris des bureaux à Lille, là, à Euratech. Et puis 3 jours après, il y a Macron qui confine. Là, c'était en pleine période Covid. Donc en fait, mes bureaux, ils ont servi à rien. J'avais 5 embauches de prévues. Finalement, bah, j'ai pas licencié, mais j'ai dit aux filles de pas venir. Et après, on a fait mode défensif pendant le Covid. Cet élan d'expansion a pris un gros coup dans l'aile en 2021. On n'avait plus de candidats. J'avais 150 missions ouvertes sur MyBizDev, zéro candidat en fait, tu vois. Et la boîte elle a périclité. J'ai fini devant le juge en fait l'année dernière, quoi, tu vois. Donc c'est une histoire qui a fait comme ça là, hop, comme un soufflé au four. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec vachement plus de demandes d'entreprises qui cherchent des bizdev et pas de bizdev en face? Ouais, déjà avant le Covid, c'était déjà mon enjeu. Moi, tous mes investissements, ils étaient dans les RH pour trouver des bonhommes. Depuis J1, c'était dur en fait d'avoir des bonhommes. Mais l'après Covid, pour te dire, enfin c'était juste après, hein, c'était 2021, quand j'avais 200 CV par semaine. En 2021, j'en avais 5, 6 quoi, tu vois. Donc Mais comment t'expliques ça? bah franchement, vu que j'ai pas décodé le problème, je peux pas vous trouver la solution. Mais par contre, ce que je sais, c'était que toutes les semaines, avec les équipes en interne, tous les mois, on a tenté des nouvelles choses. Mais on a tenté tellement de dingueries, tu vois, que ce soit marketing, produit, etc., pour attirer des gens. Mais voilà. Et après, on a fait l'introduction au début. Bah, vendre c'est mal. La vente aujourd'hui, ça a pas une bonne image. Aujourd'hui, des gens sur LinkedIn sont fiers en fait de pas avoir besoin de vendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu une Ouais. fierté en fait de pas gagner de nouveaux clients. Tu vois? Et euh, et en fait, je vais te dire aussi un truc. Pendant cette période-là, moi, j'ai fait des écoles. Je suis allé dans des écoles de commerce top 10, top 30. Tu vois, comme l'ICD à Paris, c'est une école où il y a 8000 gamins qui sont là-dedans. Et quand je leur ai pitché le métier de bizdev ou de commercial avec ce qu'on fait aujourd'hui, ils savaient pas que ça existait. Ils imaginaient encore le commercial comme moi à l'époque chez Xerox avec ma sacoche et ma bagnole. Ils disaient, bah non, on veut pas faire ça, tu vois. Et je sais qu'avant mes pitchs, j'avais qui veut être commercial au début, personne, qui veut être commercial à la fin, tout le monde levait la main, tu vois. Donc il y a encore un gros travail d'information, il y a vraiment un fossé entre les jeunes et l'entreprise, tu vois, sur ça. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas non plus aidé par tout ce qui y a autour avec l'argent facile, tous les objets brillants qu'on peut mettre en avant avec des promesses toutes plus farfelues les unes que les autres. Ouais, Moi, je reste convaincu que commercial, de base, ça a été et c'est un métier qui est très bien payé, surtout quand t'es bon et quand tu fonctionnes à la perf. Encore plus aujourd'hui quand tu passes en freelance, peut-être qu'on en parlera, mais un bizdev en freelance ou un closer ou un SDR, peu importe ce qu'on veut, par rapport au TJM, il est largement gagnant. Donc, et en plus, on a la chance quand même de faire un métier où on est au contact avec les gens, on partage notre passion et on a vraiment du challenge. Donc, à la fois c'est compliqué, mais derrière ça apporte de belles promesses, quoi. franchement, c'est le plus beau métier du monde, hein. J'en parlais avec un copain, tu sais, je lui disais, moi, quand j'étais un jeune sales, plus d'une fois, j'ai voulu démissionner, me barrer, changer de taf, parce qu'en fait, c'est dur.
Mais finalement, on y revient toujours, tu vois? Le commercial, c'est le seul métier aujourd'hui là, je te parle, je sais pas pourquoi, j'ai mon cerveau, il est ancré sur, les jeunes générations, mais c'est le seul métier où tu peux dépasser ton salaire, gagner des primes. Dans aucune autre BU de l'entreprise, en fait, tu peux faire ça et même des fois, je regardais au marketing, là, tu sais, à travers la porte du bureau, je me disais: «Bon, finalement, je me marre quand même plus sur le plateau Ouais. avec les copains derrière, quoi», tu vois? Est-ce que tu pourrais parce que je me doute que quand tu as lancé MyBizDev, tu as pris les rênes et tu t'es dit vas-y, let's go, je vais tout défoncer. Quelles ont été les actions que tu as pu mettre en place pour développer ta boîte et la lancer? Ouais, de toute façon, moi, tu sais, les actions, elles étaient hyper simples, hein. J'étais, hyper focus, donc j'avais 2 parties, candidat et entreprise. Entreprise, c'était liste de prospection, prise de rendez-vous, meeting. Tu vois? Au début, on était tout seul, donc je me tapais des journées à 10-15 meetings. C'était les débuts des outils d'automatisation, là. J'avais les logiciels qui tournaient la nuit et moi, je faisais que des meetings le jour. Et l'autre partie, Ok. c'était les candidats, donc c'était call de CV, quoi, tu vois? Et on traitait tous les CV pour les inviter à des sessions de recrutement. Et c'était que ça. Pendant un an, j'ai fait que ça. Des rendez-vous clients et candidats, quoi, tu vois? Max, quand tu t'es lancé, tout départ, tu étais tout seul ou tu avais déjà une équipe avec toi? Ouais. Mon tout premier client, c'était d'ailleurs, tiens, Grégoire, Tactile, les caisses enregistreuses sur iPad, je me souviens. Il, il voulait me prendre comme directeur commercial, tu sais, pour sa boîte. Et je lui avais dit que ça m'intéressait pas. Et c'est avec lui que je lui ai dit, OK, on peut faire un truc. Donne-moi un budget, je te mets 3 sales, on les met en freelance et je les pilote, quoi, tu vois. Ça avait commencé comme ça. Donc Ok. pour un client spécifiquement, quoi, tu vois. Ce modèle-là. Et après, et après du coup, tu as bourriné sur liste de prospection, la partie recruteur et ensuite la partie Ouais. aussi candidat. Et du moment où je me suis dit, je le fais pour lui, je me suis préparé pour le faire monter à échelle. Tu vois, le but, c'était pas de rester tout seul. Donc, si on fait ça, il faut pouvoir le faire pour d'autres. Et puis, j'ai fait du volume Ouais. tout de suite, ouais. J'ai fait du volume tout de suite. Comment on forme un bon bizdev? C'est quoi les étapes indispensables Oh à lui donner? putain, oh c'est une bonne question ça, Julien. Ça c'est une très bonne question. J'essaie Et d'en poser une ou deux de temps en temps dans le podcast. et tu sais, ça c'est les questions sur lesquelles aujourd'hui je travaille toujours. C'est des questions qui me passionnent. Moi j'adore ça, l'onboarding des sales. Même chez Xerox, il y avait un enjeu pour les commerciaux. C'était, tu sais, le premier mois quand tu signais pas, t'étais viré chez Xerox. Autant ils embauchaient tout le monde, mais autant tous les lundis ils en viraient aussi pas mal, tu vois. Et tu Ouais. avais vraiment un parcours millimétré pour que ça avance. Moi, typiquement, quand je rentre un nouveau commercial, un onboarding, les 30 premiers jours, ils sont déterminants. Et en fait, je fais simple, c'est chaque jour une compétence, un objectif. Ok, lundi, on apprend à faire des listes, à la fin de la journée, il faut 100 lignes sur le fichier. Boum, mardi, c'est prospection, on fait que de la prospection. Et ça, chaque jour, doit y avoir une compétence, un exercice où pendant une demi-journée, la personne fait que ça, et un rendu le soir. Tu vois, chaque jour, un truc, quoi, Ok, je à vois. apprendre dans En ce gros, métier-là. une partie théorie et derrière tout de suite la partie pratique pour qu'on puisse bien implémenter derrière. Mettre en application tout de suite, tu vois, et C'est- Quelles sont les compétences justement donc là, tu dis un jour une compétence. Ce serait quoi les compétences à faire travailler ou tu vois à développer chez eux? ouais, bah, pour moi, tout ce qui est prospection, faut savoir faire des listes. 2, faut savoir faire des messages de prospection, mail et LinkedIn. Et 3, faut savoir faire des appels sortants, tu vois. C'est les 3 compétences du SDR. Pour moi, c'est celle-là. Appels sortants pour prendre des rendez-vous. Après, si on continue sur le sales, bah, c'est faire des meetings et closer. Et après, c'est suivre faire des appels de suivi client, tu vois. Ouais. Si je devais en C'est choisir quoi ta 5, quoi. si tu devais alors t'as fait un Notion d'ailleurs qui est juste incroyable. Je sais pas s'il est toujours d'actualité. Quel T'as travail, ce référencé Notion. Ouais. t'as référencé toute une stack d'outils. C'est toujours d'actualité? Bah ça, ouais, il existe toujours ce Notion-là. Des fois, des gens me le demandent parce que j'en ai fait la promo en janvier. Et en fait, j'ai tellement de petits trucs comme ça de contenu que je mets pas, c'est pas écrit sur mon profil LinkedIn. Mais j'ai prévu peut-être d'en refaire la promo en octobre là. Donc ouais, c'est 60 outils de BizDev que j'ai testé. J'ai fait des tutos, j'ai mis des notes, j'ai négocié des codes promo comme une sorte de site d'affiliation avec des tutos quoi. Le BizDev Lab. Si c'est ok pour toi, je le partagerai dans le lien du podcast. Ouais, avec plaisir. Quels sont les outils du BizDev indispensables à intégrer dans sa boîte à out, dans sa caisse à out? Ouais, et tu sais, cette question-là, sans vouloir tourner autour de la réponse, mais si je fais une liaison, quand je parlais de recrutement, des fois, j'avais des mecs qui voulaient embaucher des profils confirmés. Ils veulent embaucher des profils confirmés, je sais pas moi, à 45 000 par an, et après tous les budgets sont serrés, tu vois. Et je leur disais, mais les gars, vaut mieux un stagiaire avec tous les outils et ce qu'il lui faut pour bosser, plutôt que d'embaucher un mec à 40 qui vous met sous tension, et après pour claquer un logiciel à 50 balles, c'est la croix et la bannière. Tu vois? Bon, vaut mieux avoir un C'est stagiaire intéressant. qui a full option sur la carte bleue et n'importe quel truc, il peut se le payer tout de suite. Moi, à la maison, avec mes bizdev, j'avais la carte bleue sur le bureau, il se servait pour n'importe quel outil.
Ça veut pas dire qu'on allait les garder dans le temps, mais si vous voulez tester un truc sur un mois pour faire des retours, c'était carte bleue gratuite. Et en fait, les outils, il faut CRM, il faut faire des listes, il faut faire des mails. Je pourrais citer 1000 noms parce que j'en ai, mais à la rigueur, le fichier le fera bien. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, il faut l'outil que votre commercial, il sait se servir et où il est performant dessus, quoi. Des outils, il y en a plein, mais il faut que vous puissiez vous choisir votre stack de deux, trois outils qui marchent pour vous et que vous sachiez les maîtriser, quoi, tu vois. Je suis désolé pour le bruit, c'est les jet skis de Bordeaux, c'est incroyable quand même. Désolé pour le bruit. Est-ce que tu peux en partager peut-être deux, trois? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, maintenant, pour les outils, moi, je fais des listes souvent avec Datagma, Casper, Drop Contact. La prospection, les mails, bah, bien sûr, je travaille avec le Lemlist ou le Wallaxy, CRM HubSpot, les basiques qu'on peut voir sur les réseaux, quoi. Yes. Bon, parfait. Tu as fait une petite passe D sur ce sujet-là que je voulais aborder avec toi. Alors j'en parlais avec Basile sur un autre podcast. Ça rejoignait aussi un peu la mauvaise approche que pas mal d'entrepreneurs ou de dirigeants ont vis-à-vis de la partie sales, que je trouve encore présente. C'est-à-dire, on va privilégier un budget marketing et derrière, on va se prendre de la bonne chair à canon sales, mais on va privilégier notre budget marketing. Est-ce que tu ressens toujours ce côté un peu je dénigre la partie commerciale? Et si oui, quelles sont les plus grosses croyances limitantes des dirigeants que tu rencontres aujourd'hui vis-à-vis de leur équipe commerciale? Je sais Ouais. pas si la question est claire. Mais tu Oui. sais, il y avait plusieurs questions, j'ai l'impression, en une, mais moi, Tout à fait. je prône toujours l'alliance entre le marketing et les sales. Tu sais, en tant que salarié, j'ai bossé dans des boîtes ou pour des grosses équipes. Et je te jure, tout au long de ma vie, j'ai vécu cette guerre. Et j'avais vraiment envie qu'elle s'arrête pour que les services y bossent en collaboration et qu'on soit plus efficace. Et d'ailleurs, c'était d'ailleurs pour ça que j'avais monté mon fichier Notion de BizDevLab à l'époque. Parce que j'avais Ok. vraiment j'ai une sincère croyance que les outils peuvent rallier les services. Intéressant. Tu Pourquoi? vois? Parce que typiquement, quand les sales prennent leur petit outil tout seul dans leur coin, bah il n'y a pas de montée d'infos, il n'y a pas les tableaux de bord qui sont structurés, tout le monde a des versions gratuites parce que la stratégie elle est pas claire, donc chacun est autonome et se démerde. Et finalement, le marketing et la direction, ils ont pas de chiffres, donc ils comprennent rien, et c'est ce manque de communication qui fait de la frustration. Tu vois, les leads, ça signe pas, ils sont où les machins? Bah, c'est parce qu'en fait, les mecs, ils ont pas d'outils qui sont unifiés. Ils peuvent pas communiquer entre eux. Tu vois, que si on a des outils qui fonctionnent pour tous les services avec des chiffres à jour, théoriquement, il n'y a pas besoin d'avoir de guerre dans ces nouveaux services-là. Et quand des gens ils me disent, mais Max, c'est quoi le meilleur outil pour faire des mails? Franchement, j'en sais rien. Ça dépend de ta situation. Ça dépend combien vous êtes dans la boîte. Tu vois, si j'ai une boîte, moi, ils sont 50, avec un service marketing, ils sont 5, 5 sales. Ils me demandent c'est quoi le meilleur outil pour faire notre bande emailing. Ça sera pas la même réponse que si j'ai un dirigeant tout seul avec son alternant et etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc en fait, cette complètement question d'accord. du Ouais. meilleur outil, elle est très dure. Mais par contre, avoir l'outil qui vous permet de communiquer entre services, mais ça, c'est votre libération en fait sur tous ces enjeux-là, quoi. Tu vois? Qu'on arrête d'entendre au bureau, mais ils sont où les leads? Pourquoi ça signe pas, machin truc. Normalement, on n'a pas besoin de se poser ces questions-là, tu vois? Ouais, le discours classique, quoi. Ouais. Et donc la deuxième partie de la question qui était les croyances peut-être limitantes des dirigeants en ce qui concerne leur équipe commerciale. Ouais, déjà il y a un truc, et c'était le truc que je sensibilisais moi sur MyBizDev tous mes clients, c'est qu'en fait si vous voulez performer, donnez-vous le trimestre. Donnez-vous le trimestre. Tu vois, moi un BizDev freelance junior, ça coûtait 200 euros la journée, donc ça fait 4000 au mois. Il y a des fois des entrepreneurs me disaient, mais Maxime, 4000 euros c'est un budget. Je leur disais ouais. Mais encore, je dis, on parle même pas de ça, parce qu'à la fin du trimestre, ça fera 12 000, plus les outils comptent plutôt 15 000 en fait. Donc si t'es pas prêt, et je disais, ah, mais ça sera héroïque à partir de quand? Franchement, j'en sais rien, peut-être jamais. Mais si tu perds 4000 euros là, à la fin du mois, ça te met dans quelle situation? Ça me met dans la merde. Elle le fait pas. Embauche Ah bah personne, oui, reste tout seul. Forme-toi, fais tes ventes. Tu vois? Ouais, ouais. Forme-toi, fais tes ventes, rends du chiffre. Mais en fait, même moi, je te mettrai pas quelqu'un chez toi. Tu vois? Il faut que une fois, si tu es prêt à perdre 15 000 euros et si dans ta boîte c'est pas grave, là tu peux commencer à embaucher des gens, tu vois? C'est le discours un peu pourquoi te hardcore, former? tu vois, mais c'est ça que je voulais leur mettre en Je tête comprends. pour qu'ils arrêtent d'être trop exigeants, tu vois? Des fois, il y a des Ouais. juniors, dès la deuxième semaine, tiens, c'est où les chiffres et les machins? Mais le gamin, il vient de commencer, laissez-lui mettre les mains dedans, tu vois? Faut qu'il se chauffe, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il y a quand même il y a quand même beaucoup d'exigences sur la partie. C'est toujours la faute du commercial quand ça marche pas.
Ouais. Je crois que c'est Jules qui disait ça. C'est toujours la faute du commercial quand ça marche pas. Par contre, quand ça marche, là, c'est toute l'équipe, voir un peu le marketing, super, bravo. Mais par contre, dès qu'il y a pas, tu vois, Ouais. ça marche pas. C'est un peu comme Je le trouve que métier d'entrepreneur. ouais, je trouve qu'on attend beaucoup aussi on veut des e-players. Tous les dirigeants veulent des e-players. Par contre, en interne, il n'y a pas ce qu'il faut pour accueillir un e-player et il n'y a pas non plus en fait ce qu'il faut pour l'attirer et du coup lui permettre de se régaler. Donc, Ben je oui. pense qu'il y a une vraie éducation Mais surtout, à faire autour de ça. Ouais. les players, ça n'existe pas en fait. Tu vois, toi, Julien Voineuzon, tu peux venir chez moi et être un player chez moi parce qu'on est complètement moyen à travailler. Mais demain, tu peux aller chez Xerox et être nul en fait. Tu vois, il y a des commerciaux d'une boîte A, ils changent de boîte et en fait, le niveau, il change complètement. Tu vois, et en fait, je pense sincèrement qu'on ne naît pas player, mais on devient. Tu vois, et il faut que ton manager et le dirigeant soient un player. Déjà, c'est eux déjà en premier et leur commercial peut-être le Important. deviendront. Tu vois, mais Ouais. normalement, pour qu'une boîte elle fonctionne très bien, il n'y a même pas besoin d'avoir des players. Il faut juste des commerciaux qui travaillent. Ça suffit largement. Tu sais, moi je disais, une jeune commerciale que tu connais d'ailleurs, que je t'avais envoyé, Manon, qui était une de mes Manon, ouais. BizDev, que j'envoyais chez mes clients et que j'ai pris un an, qui était chez moi en interne chez MyBizDev. Manon, c'était ma commerciale préférée. Ça n'a jamais été une A-player. Ça n'a jamais été une A-player. Manon me faisait ses 6, 7, 8 ventes tous les mois, de bonne humeur, à l'heure tous les matins en avance, super humeur pour toute l'équipe, et ça m'allait. J'avais d'autres commerciaux, peut-être plus A-player au sens du terme, mais un mois ils peuvent me faire 16 ventes, le mois d'après ils peuvent en faire 0. En termes d'émotion, c'était devoir leur faire des câlins tout le temps, parce que toujours très stressé, émotionnellement instable, tu vois ce que je veux dire? Moi, ils me prenaient en management une énergie tellement folle, je préférais des Manon qui font 8 et qui m'emmerdent pas, plutôt que d'avoir des fois des mecs qui font 15 et qui me prennent tout mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut un mix en fait Exact. de ces deux-là. Mais pour moi, une équipe commerciale, si t'as que des players, des fous furieux, mais ton équipe elle tourne pas non plus. Donc il faut avoir tout type de profil. Il faut des solides, il faut des rocks, il faut des players, etc. Mais j'ai jamais vu un mec devenir player tout seul. Tu sais, je vais te dire un truc et je vais même pas vendre ma tambouille. Mais je voulais parler de coaching. Je discutais avec un collègue avant qui me disait tiens Max, pourquoi tu fais pas des coachings one-to-one sur des créneaux d'une heure? Et je lui disais mais en fait la France, les gens sont tellement pas aptes à comprendre qu'il faut prendre des coachs pour être bon que j'ai même pas envie de me faire chier à évangéliser ce marché pour gagner 200 balles. Je pars complètement sur d'autres trucs et puis voilà. Mais moi tu sais au mois de juillet là, je sais pas quand il sortira le podcast, mais je voulais apprendre à nager quoi. Donc je suis allé à la piscine tous les jours et je me suis pris mon coach de natation et en fait, c'est indispensable pour partir avec les bonnes bases. Je veux dire, si j'avais pas pris le coach, mais j'étais allé déjà tout seul, mais incapable de faire une longueur, tu te décourages, tu te démoralises, et puis t'arrêtes en fait quand ça marche pas. Donc déjà, t'es un mec qui est là pour te montrer les bons pas, c'est indispensable, mais aussi pour te donner des deadlines et te forcer à performer. Tu vois, autant je fais pas de coaching one-to-one, mais je fais des formations. Moi, c'est mon métier, tu vois, d'équipe. Et je dis aux gens, mais il y a un espèce de syndrome, Julien, où en fait, juste je m'assois, je ne fais rien et il se passe des choses. Tu sais, ce matin sur LinkedIn, il y a Caroline Roussel, bah, du coup, qui raconte le coaching qu'on avait fait ensemble. Tu vois, Ouais. et c'était la première fois de sa vie qu'elle signait un contrat en one shot. À la fin de l'appel, ça a fini sur un contrat avec virement automatique. Elle avait jamais fait ça de sa vie et elle pensait que ça n'existait pas. Mais je veux dire, moi, j'ai rien fait. Je me suis juste assis. C'était en double écoute et je lui ai fait mes feedbacks à la fin du rendez-vous. Mais elle avait déjà signé. Tu vois, c'est Laura. Dans des équipes de prospection, des fois, les mecs, le temps que je tourne entre les tables, là, ils prospectent tous. T'as fait quoi là? J'ai 30 appels, zéro abouti. Je m'assois. Un appel, un rendez-vous. Enfin, tu sais, c'est c'est l'effet coaching, quoi. Pas compliqué, hein, celle ça. Ouais. Mais des fois, je me dis, c'est que, en fait, des fois, les gens, j'ai l'impression que, ne serait-ce que d'avoir un créneau de planifié avec un expert ou autre, même eux se surpassent et se concentrent beaucoup plus, en fait. Tu vois, c'est pas mon Parce que aura c'est qui le fait pouvoir signer, de la mais discipline. ouais, ils attendent Pouvoir le de la... truc, ils veulent prouver des choses, et en fait, ils sont bien plus performants parce que on est là pour faire les montées en compétences. Et en fait, c'est cet instinct-là que ont les players, tu vois, se dépasser continuellement, tu vois. Pour moi, alors bon, certes, un commercial qui ne se forme pas ou se fait pas coacher, c'est pas un bon sales. Et un e-player, on remarquera toujours, tu prends des Michael Jordan, tu prends les meilleurs sportifs du monde, et les meilleurs commerciaux, ou même les meilleurs entrepreneurs, en fait. C'est toujours ceux qui se font coacher. Pour moi, s'il n'y a pas cette part de, j'ai envie de dire que c'est de l'humilité, c'est-à-dire d'être capable de mettre son ego de côté et de se dire, allez, je vais me faire coacher ou j'ai envie d'aller un peu plus loin et je vais partir du principe que je ne sais pas ce que je ne sais pas, peut-être que ce que je fais c'est pas bien, etc. Versus
le commercial qui a eu un track record plutôt bien et qui n'est pas resté qui n'a pas fait plus de une ou deux boîtes, tu vois, et qui se repose là-dessus. Même le commercial qui a le meilleur track record mais qui ne s'est pas coaché n'ira jamais aussi loin que peut-être le mec médiocre, mais qui va chercher constamment le millimètre supplémentaire, la remise en question, la coachabilité, et qui va être proactif dans le développement de ses compétences. Pour moi, c'est indispensable. Mais oui, c'est exactement ça, tu vois, c'est un travail d'orfèvre. Et je discutais avec des commerciaux là qui me demandaient, tu vois, si tu me demandes là, je me pose la question tout seul, la clé de la réussite dans ce métier-là, mais en fait, c'est celle-là, c'est avoir la capacité à se remettre en question. Tu sais, moi, je sais que je me autoproclame comme le meilleur vendeur du monde. Je dis pas de France, hein, je dis du monde, Julien. Après, j'en ai soulevé des trophées quand j'étais salarié, mais parce que après chaque rendez-vous, je me dis que je suis nul et je me remets en question et je me dis tiens, j'ai manqué des trucs et on cherche toujours à s'améliorer et c'est ça que font les bons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des champions olympiques ont des coachs. Pourquoi le champion olympique du lancer de javelot, il a un coach alors que le lanceur de javelot qui est nul, il a pas de coach. Tu vois, c'est Bien pas que le sûr. champion Ouais. olympique, il sait pas, il sait très bien, mais parce qu'il cherche toujours à s'améliorer, tu vois. Alors, tu disais tout à l'heure que tu faisais pas de coaching, mais j'allais rebondir en te disant, bah, c'est pas vrai, parce que bah, je sais que tu fais des formations avec des sales. Est-ce que tu Ouais. peux euh, présenter un petit peu ou ouais, expliquer justement qu'est-ce que tu fais. D'ailleurs, chose que l'idée, on t'a dit, l'idée était géniale, mais en fait, bon, elle existait entre guillemets déjà. Est-ce que tu peux préciser ou présenter ce que tu fais? Ouais, ouais. Il y avait, bah, tu vois, c'était, en fait, on va se donner un exemple. Je vais pas faire tout le catalogue, mais typiquement, si on prend la formation prospection téléphonique, ça dure une après-midi, 14h, 18h. Donc, et c'est très pratique. Donc, en fait, moi, il y a mon pitch de formateur, il dure 1 heure. Les gens ont 20 minutes pour préparer leur script et tout le monde arrive préparé avec 60 contacts à appeler. Et donc, pendant le reste de l'après-midi, chacun appelle ses contacts. Moi, je tourne entre les tables, double écoute, et à la fin de la journée, on compte les rendez-vous, on fait comme des challenges de sales, quoi. Donc en fait, moi, toutes mes formations sont hyper pratiques dans le sens où pour moi, c'est en business développement qu'on devient business développeur. Et je peux te farcir de la théorie pendant 10 heures, si on met pas les mains dedans, ça servira jamais à rien. Donc c'est un peu le même principe, je dis pour l'onboarding, hein, c'est une compétence qu'on apprend et qu'on applique. Ça, c'est vraiment ma méthodologie, en fait, tout simplement, ouais, sur ces formations-là, ouais. À quel moment, alors, je suis pas sûr de formuler correctement la question par rapport à l'intention que j'ai envie de mettre derrière, mais à quel moment les dirigeants font appel à toi? Est-ce que c'est trop tard quand ils font appel à toi, ou il y a, tu vois, une première intention qui a été décelée à un moment? Ouais, en fait, par rapport à moi, mes envies et en tant que, tu vois, avec mon passé, on va dire de direction commerciale, j'ai envie de dire c'est toujours trop tard. Parce que moi, quand on monte une boîte ou un service, le premier truc à faire, c'est du commercial avant le produit. Je suis un fanatique de commercial. Pour moi, c'est le commercial avant tout. Donc forcément, c'est toujours trop tard. Mais par contre, c'est jamais trop tard dans le sens où il est jamais trop tard pour s'améliorer et mettre des choses en place, tu vois. Faut y aller, quoi. Ce que je voulais dire par là, c'est en la vision que j'ai, c'est que les entrepreneurs et les dirigeants vont faire appel à un formateur commercial ou à un coach ou à un conseiller quand l'équipe ne performe plus ou ne Oui, performe pas. Ah putain, mais c'est quand il y tiens, a un mes problème. commerciaux bah, sont en baisse de performance, je comprends pas, ils sont nuls, c'est des chèvres, ou bah là, tiens, bon, il faut que je me trouve quelqu'un. Est-ce que tu vois, il faut attendre qu'il y ait ce point de non-retour, ou est-ce que là, tu as quand même réussi à évangéliser Non, plus ou moins non, et non, qu'on te pas du contacte tout. en amont? Non, non, pas du tout, Julien. Ça n'arrivera jamais, en fait, cette période-là, tu vois. Ça n'arrivera pas, je veux pas te casser le moral, mais ça arrivera pas. En fait, c'est quand t'as du feu dans la baraque que tu cherches à l'éteindre, tu vois. Je vois, S'il ok. y a pas le feu dans la poêle, ça n'arrive pas. Donc, mais typiquement, tu vois, ton point, il est hyper intéressant parce que des fois, je rentre aussi sur des missions, moi, en direction commerciale à temps partagé, et j'arrive toujours sur des dossiers compliqués. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils croient que quand j'arrive, c'est la fête, mais en fait, non, quand j'arrive, c'est la merde, les gars. Mais dites-vous, c'est que c'est chaud et je fais du management de transition, tu vois. Et c'est là où, en fait, les 15 ans d'expérience que je peux avoir, ils ont du sens. Pas qu'en termes de technique de vente. Je pense que il y a 5 ans, je vendais comme maintenant, tu vois, en termes de technique de vente, j'étais peut-être même plus affûté. Mais c'est plus en termes de, j'ai vu tellement de choses qu'en fait, je panique plus. J'ai vu des équipes commerciales où même les gens se tirent dans les pattes, ça s'entend pas, ça va pas, tu vois. Et c'est là où mon rôle, j'ai la maturité pour calmer les esprits, remettre les étapes. Je sais dialoguer avec tous les sales, qui soient. Tu vois, j'ai fait une formation là, c'était pour une boîte, c'est une ETI, c'est un plateau de commercial où en fait les mecs ont mon âge en expérience commerciale. Donc c'est des mecs qui ont 35 ans d'expérience, 40 ans d'expérience commerciale. J'ai que en fait des mecs comme ça, tu vois. Et mon rôle, moi, c'est de remettre de la cohésion dans ces équipes-là, même plus que de leur apprendre des techniques de closing, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est bien d'avoir 35 ans d'expérience commerciale, mais mine de rien, la vente qu'on faisait et qu'on utilisait avant a évolué. Et je pense que le commercial qui va te dire justement, bah moi j'ai 30 ans d'expérience de commercial, j'ai plus rien à apprendre, pareil, tu vois, grosse erreur. Juste remettre un peu en question Jean-Michel et puis viens, on reparle un peu des nouvelles techniques de vente, quoi. Mmh, clairement, tu vois? Et je pense que, tu sais, moi, j'étais un des premiers en France à parler de, scrapping, mailing, de toutes ces nouvelles méthodes et j'ai évolué à fond là-dedans là, avec ChatGPT, je vais être un des prochains, mais le métier change tellement que pour moi, ceux qui évoluent pas, peut-être que les commerciaux vont mourir, mais les boîtes pourront même plus embaucher, tu vois? Et même moi, je conseillerais haut et fort à des jeunes, mais de même pas embaucher dans des boîtes où il faut courir après les CB pour 50 balles, dans les boîtes où il y a rien, n'y allez pas. Vous allez confier votre carrière à des gens qui sont prêts à miser sur vous, quoi, et à mettre des billes, tu vois, pour vous. Ouais. Justement, tu disais quand j'arrive, c'est le chaos un peu dans une équipe commerciale. Est-ce que tu peux me donner les plus gros travers que tu retrouves dans une équipe commerciale et ensuite comment tu remontes un petit peu tout ça? Ouais, Question hyper large, mais je compte sur toi pour me faire ouais, ouais, bien une bonne sûr. déballe. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est ce que j'explique à mes clients, c'est que ces situations-là, elles sont normales. La vie de commercial et des plateaux, c'est roller coaster en fait. Si tu veux avoir du bien, il faut qu'à un moment ça soit mal. Et en fait, ça fait partie de la vie d'un plateau de commercial d'avoir des hauts et des bas et il faut l'accepter. Parce que des fois, les gens cherchent, tu sais, en marketing, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je suis pas marketeur, donc vous pouvez me corriger, mais c'est plus facile peut-être de passer à échelle, de scaler, on appelle ça. Tu fais tes pubs sur ads, tu as trouvé le bon fonctionnement, tu mets des budgets et puis ça monte tout seul. En fait, le commercial, c'est des bonhommes, donc il y aura toujours des hauts à des bas, et des fois, il y a des gens qui disent, tiens, j'ai pas encore trouvé la recette. Et j'ai dit, en fait, les mecs, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas un code secret qui fait que ton service commercial, il va tourner tout seul. C'est que de l'investissement humain ou de management que tu vas devoir mettre en place, en fait, tout le temps, quoi, tu vois. Donc, ça répond pas à ta question. Si, si, ça répond partie. J'entends que tu parlais tout à l'heure Oui. de régler les conflits, donc Donc, il y ce a chaos, une il est partie. normal. Il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu et c'est pas grave, tu vois. Mais après, ouais, faut mettre des actions en place. Et souvent, tu sais, c'est réaligner les gens. Souvent, quand les services commerciaux, ils vont plus bien, souvent, c'est qu'il y a eu un changement de vision, de discours, des mots un petit peu plus durs. Et en fait, les mecs, ils sont un peu moins dedans et ils travaillent moins fort, tu vois. Mais pas parce qu'ils travaillent moins, c'est parce que il y a des problèmes internes, tu vois. Et les gens se recherchent et ils ont des doutes eux-mêmes, tu vois. Et ça engendre une baisse d'activité, quoi. Donc, faut tout réaligner Et, tout com- le monde. et comment tu réalises justement tout ça? Genre en gros, j'ai l'impression que quand je t'écoute, que t'es un petit peu le Philippe Etchebest des équipes commerciales et qu'en gros, tu arrives, tu remets un bon grand coup du percute là-dedans. Qu'est-ce que tu fais justement pour réaligner un petit peu toutes ces équipes-là? Ouais, typiquement. Bah, tu vois, moi j'ai un atelier qui fait une après-midi, ça fait partie de mes formations et accompagnement. C'est pas la prospection, mais en fait c'est réaligné sur la stratégie commerciale. C'est les basiques, les cibles, leurs problèmes, comment on fait des listes, où est-ce qu'on trouve les fichiers, quel process commercial on met en place. Tu sais, tous ces basiques qui font partie du sales playbook, même des boîtes qui ont des sales playbook. Tu sais, 3, 4 mois après, la boîte elle a changé. On a dit à Martin, tiens, ça serait bien si tu pouvais essayer ça comme cible. Et en fait, des fois, les gens, ils s'éloignent finalement de ce sales playbook sans s'en rendre compte. Donc l'idée, c'est de pouvoir réaligner tout le monde au même endroit et surtout qu'on parte bien sur les mêmes bases, tu vois. Qu'on sache ce qu'on a à faire, qui on doit aller chercher, comment on doit le faire, comment on communique entre nous en termes d'équipe, tu vois. Et une fois que ça c'est aligné, ben, on peut faire des ateliers quoi, en fonction des points faibles, points forts de l'équipe commerciale, ouais. Ouais, ok, parfait. Max, t'as fait un Webi et je crois que tu as une formation aussi là-dessus. C'est comment closer en one shot, si Oula, je me trompe pas. c'est du lourd ça. Très bien, t'as vu, on essaye hein, quand même. On reçoit bien ici. Est-ce que tu pourrais présenter ou nous donner, sans te donner toute ta formation, mais les clés de comment closer en one shot? Ouais, 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 bien sûr. Donc, tiens, merci pour la passe de ma formation. Aujourd'hui, c'est secret encore, Julien. J'ai pas fait le lancement. Eh ben Donc, merde. donc en fait, je fais des lives LinkedIn tous les mois qui parlent de vente, qui sont très précis. Et à la fin du live, bah, je fais mes premiers clients qui sont en bêta test. Mais le lancement officiel, il va arriver vers fin septembre, là. Donc peut-être quand vous Bon verrez ben, ce podcast, j'ai une ouais. formation 100% digitale qui sert pour toutes ces petites équipes commerciales qui n'ont pas forcément le budget pour avoir des formateurs chez eux, de pouvoir poser un cadre pour leurs commerciaux. Donc c'est en digital et il y a une partie qui s'appelle la vente one shot. Donc c'est signé au premier rendez-vous. Ça c'est les techniques que j'ai appris, notamment les techniques de vente que j'ai appris chez Xerox. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé dernièrement. Et pour moi, plus qu'une technique de vente, savoir signer au premier rendez-vous, c'est un super pouvoir, tu vois. C'est un super pouvoir. Quand tu sais signer au premier rendez-vous, mais je te promets que ta vie,
elle est plus facile en tant que commercial, mais entre dirigeants, si tu as cette capacité à avoir un rendez-vous à 9 heures et à prendre un virement à 10h30, en fait, dans ta vie, tu peux t'enlever tous tes problèmes. Tu vois? Et en fait, souvent, là, je parle plus peut-être pour les entrepreneurs qui se lancent ou les solopreneurs. Souvent, on peut avoir des problèmes business. Tu vois, c'est comme les icebergs, là, on voit le dessus. Mais en fait, le problème profond, c'est toujours qu'il y a pas, j'ai plus assez de cash, en fait. Tu vois, tant que tu as du cash, t'as pas de problème. En soi, ou c'est des problèmes de riches. Mais et si tu sais vendre, tu peux régler n'importe quel problème dans une boîte. Tu vois, quand elle est petite. Si tu sais rentrer des clients, t'as pas de problème en soi. Tu vois, t'as que des enjeux, quoi. Bon, tu m'as bien teasé le super pouvoir, maintenant comment on le développe? Ouais, ouais, ouais. Comment on développe? C'est pas que je fais la langue de bois, je fais beaucoup de contenu, mais ça, normalement, le contenu en 1 heure, je le traite, tu vois. Je le traite en 1 heure, mais si je dois le faire en 2 phrases, c'est priorité à la découverte des besoins. Ça sert à rien de faire des propositions commerciales aux gens que vous connaissez pas. Et en fait, une découverte des besoins, c'est trouver des gens qui ont du budget, c'est comment se positionner face à ses compétiteurs, c'est trouver le champion dans les boîtes, c'est celui qui va se battre pour vos devis, c'est comprendre les process de décision, c'est trouver les pains. Tu vois, chez Xerox, nous, on avait un copieur, et ça, c'est la bonne image que j'aime bien. Mon copieur, il fait 72 fonctionnalités. Imagine une seule seconde, je vais en rendez-vous, je sors mon copieur et je présente les 72 fonctionnalités. Mais en fait, le mec, il me fout dehors copier au cul ou il s'endort. C'est chiant, c'est long. Et nous, en fait, pour vendre, on devait trouver leurs 3 problèmes opérationnels. Et après, on leur présentait uniquement les 3 fonctionnalités de copieur qui correspondaient à leurs usages du quotidien. Et notre jeu, c'était de se dire, si je trouve 3 problèmes que je peux résoudre avec mon copieur, je vais signer en one shot tout de suite sans négociation. Si je trouve 2 problèmes, ça peut durer, ça va négocier. Si je trouve un problème, je signerai pas. Et je pouvais faire 1 heure de découverte des besoins à trouver mes 3 problèmes. Et si j'ai mes 3 problèmes d'un prospect qui a le budget ou j'ai le champion avec les bons timings, ça signe en one shot, tu vois. Donc en fait, c'est la chasse au trésor, quoi. Je comprends. Et ça c'est un truc, je bourrine mes commerciaux et les sales sur ça, c'est ne vendez pas la solution tant que vous n'avez pas découvert le besoin. Allez pas vous faire sortir un pitch, vouloir vendre votre truc, cramer vos cartouches, alors que vous n'avez même pas en fait trouvé le besoin et vous savez même pas si le prospect sait lui-même déjà s'il a ses besoins. Tu vois, des fois on est sur des marchés B2C, Mm. t'as des gens ils voient de la lumière, ils disent bah tiens j'ai vu de la lumière, ça a l'air sympa ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites? Et Ouais, le commercial, tout bon, tout gentil, va lui présenter tout le catalogue, voilà, tout le magasin. Et en fait, ah ok, bah super, bah merci beaucoup. Hein. Ok, t'as perdu 1 heure, t'as pas cherché le besoin et t'as perdu du temps, de l'énergie, alors que derrière, t'as peut-être un client qui t'attendait. Donc focus sur les besoins, vraiment bombardé. Donc bah oui. merci d'avoir partagé, tu vois, il en fallait 3, c'est primordial. Tiens, je vais te donner une phrase magique, Julien. S'il y a des solopreneurs, petites boîtes qui nous écoutent, des fois j'ai des gens aussi qui me disent Max, moi les questions je veux bien, mais en fait c'est intrusif, j'ai peur de les poser. Des fois je vois que les gens ils sont stressés, pressés, ils osent pas. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une phrase magique déjà pour poser le cadre du rendez-vous et que le prospect il comprenne pourquoi vous avez besoin de cette étape de découverte des besoins. Et cette phrase-là, elle est simple, c'est quand vous vous asseyez, bah tiens, monsieur Martin, déjà merci pour votre temps, je vous ai tout apporté, je vais tout vous montrer. Même dès la fin de ce premier rendez-vous, moi je serai apte de parler budget, comme ça vous aurez toutes les infos pour prendre vos décisions. Mais avant qu'on rentre dans le vif, j'ai besoin que vous me parliez de vous, que je puisse vraiment personnaliser ma démonstration là. Donc est-ce que je peux vous poser des questions là pendant 20 minutes? C'est bon pour vous? Ouais, ok. Tu vois, cette phrase de poser le cadre en fait du rendez-vous. Comme ça, les gens comprennent pourquoi on va leur poser des questions. Ça fait partie en effet des étapes qui sont pour moi indispensables. Tu te crames pas pour rien. Et je voulais juste, je vais compléter ce que tu dis avec un point qui est important pour moi, c'est la congruence. Beaucoup de sales, surtout peut-être les jeunes commerciaux, tu vois, vont vouloir porter un masque pour camoufler. Notamment, il y a un délire où je veux pas que mon client il voit que j'ai pas confiance en moi. Tu sais, genre vraiment essayer de se cacher derrière tout ça. Je pense que c'est une erreur. Le principe de poser le cadre, il est au début de l'entretien, bien évidemment, mais il est aussi un petit peu tout du long. C'est vous devez rester dans cette congruence avec qui vous êtes. Ne cherchez pas à porter un masque parce que ça va vous mettre plus de pression qu'autre chose sur tout le déroulé commercial. Donc de rester vraiment focus et dans ses baskets pour pas porter ou jouer un rôle tout au long de l'échange commercial afin d'éviter soi-même de pas se mettre la pression parce qu'on a déjà la pression quand même de facilement tomber dans l'enjeu de la vente. Donc ça permet de rester dans le jeu, de rester soi-même, d'avoir plus de fluidité et de moins se laisser déborder par son interlocuteur. Ah ouais, complètement. Ouais, je suis 100% aligné. Max, tu as partagé énormément de valeur. Est-ce il y a un point peut-être ou des choses que tu voudrais partager sur ce podcast avant qu'on se quitte? Ouais, c'est tous ceux qui nous écoutent. S'il y a des jeunes commerciaux, c'est un bon métier. BizDev aussi, il y a vraiment des opportunités de fou. Allez-y, quoi. J'ai plus une boîte de recrutement, donc je suis même pas intéressé à dire ça, mais il y a des belles carrières à faire dans ces métiers-là.
Moi, ça m'a changé ma vie et j'adore ce métier-là. Et c'est pour les boîtes qui vont embaucher des sales. Arrêtez d'envoyer vos jeunes la gueule dans le mur là. Donnez-leur les moyens de réussir et de devenir des A-players. Faites-en des A-players. Et je vous parle pas juste d'aller sur le profil LinkedIn de Maxime Paris et de prendre des formations chez moi avec votre budget. Je vous parle d'aller voir ce qui se fait sur le marché et de vous donner les moyens de réussir, que ce soit avec moi ou sans moi. D'accord? Mais n'oubliez pas que quand vous prenez des gens, même si c'est des freelances ou en CDI, c'est que vous avez des bonhommes et eux vont vous confier leur carrière. C'est pas juste vous cherchez quelqu'un à mettre dans votre équipe. Vous allez avoir une carrière à gérer, quoi. Et donnez-vous-en les moyens. Je suis énervé là. Je suis très Ouais, énervé. j'ai vu que ça, c'est Ah, celui-là, ça me. c'était important. Hein, c'est Bah ouais. respecter les selles, s'il vous plaît. Mais tu sais, moi, je te l'avais écrit dans ton texte là. Tu sais le surnom là. Je t'avais dit le Godfather des commerciaux là. Tu sais, pour rigoler quoi. Mais parce que je vous dis ça, mais parce que moi je vis, pourquoi en fait je chuchote à l'oreille des commerciaux. Je leur chuchote à l'oreille, tu vois. Et des fois j'ai des commerciaux, même à l'époque MyBizDev, qui viennent me parler, je les écoute et je les aide. Et il n'y a pas de prestation, ça faisait pas partie de mes services, tu vois. Je leur disais même pas de changer de boîte, alors que j'avais une boîte de recrutement, et je leur expliquais les étapes pour qu'ils puissent s'épanouir dans le travail. Et en fait j'ai vraiment des gens qui se donnent à fond dans leur job, qui ont envie de réussir et qu'en fait, qu'on n'ont pas les moyens. Tu vois, je suis confronté à ça, à avoir des gens qui n'ont pas les moyens pour des queues de cerises, quoi, tu vois. Alors qu'ils sont Ouais, hyper je motivés comprends. à réussir, quoi, tu vois. On l'a beaucoup dans le milieu dans lequel je suis, le marché de l'infoprenariat. On a beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, viennent d'être entrepreneurs ou en tout cas ont eu un business qui fonctionne très bien avec une approche très marketing et qui sont encore à l'ancienne sur la partie talents commerciaux, qui ne savent pas mettre en place des process, qui vont considérer les sales comme de la chair à canon, qui vont s'étonner ou pas d'avoir un turnover dans leurs équipes qui est juste incroyable, tout simplement parce que c'est pas la bonne approche. J'ai bien aimé ton partage sur le fait de se fixer 3 mois. D'être avec une personne pendant 3 mois. Je pense que c'est important parce qu'il faut que la personne à la fois elle s'imprègne de la culture, qu'elle comprenne ce qu'elle va vendre, qu'elle comprenne les ICP, qu'elle comprenne le pitch, qu'elle l'assimile, qu'elle l'intègre, qu'elle soit performante, etc. Donc je trouve qu'on met aussi pas mal de pression inutile et en tout cas mal placée du côté des commerciaux et ça fait du bien quand on a des entreprises qui ont compris les vrais enjeux et qui donnent des moyens à leurs commerciaux de performer et d'atteindre leurs objectifs. Donc, Ouais, c'est ça. C'est soit on le fait, soit on le fait pas finalement, quoi. Tu veux monter un service commercial, il faut le faire à fond, tu vois. Max, j'ai pris beaucoup de plaisir pour ce premier échange entre nous et merci pour toute la valeur que tu as pu apporter sur le podcast. Ça a été canon. Je te remercie énormément, Max. Ouais, merci Julien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as des liens à partager? Donc ouais, bien sûr. Donc LinkedIn Maxime Paris, je publie quasiment tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment sur LinkedIn quoi. En annexe pour les aficionados, toutes mes vidéos verticales que je fais sur LinkedIn, elles sont sur TikTok. C'est pas pour percer sur TikTok, mais c'est pour avoir un historique. C'est chiant à chercher sur LinkedIn, tu sais, le passé. Il y a du Oui. contenu aussi sur YouTube. Et pour les petites équipes commerciales, donc j'ai ma formation 100% digitale avec derrière du soutien des groupes WhatsApp qui va sortir officiellement peut-être peu après ce podcast quand il sortira là, fin septembre. Début septembre. Bon, voilà, Début septembre. c'est un peu ma dernière pierre à l'édifice du BizDev. Toutes les formations que je fais dans des services commerciaux en présentiel, j'ai tout digitalisé. Ça a été un boulot monstrueux. Donc passez votre carte bleue, les gars. Passez votre carte bleue dans ma formation en ligne là, et je vais vous accompagner. Confiez-moi votre budget, on va travailler ensemble et on va Moi, performer. je propose de terminer sur ce beau passage à l'action. Moi, ça me va. Ouais, ça va. Et laissez-nous un petit 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous écoutez ce podcast-là sur Spotify ou Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Max, énormément merci, hein, merci beaucoup, voilà, c'est plus français. J'ai vraiment beaucoup... décidément, cette fin de podcast n'est pas du tout français. J'ai beaucoup apprécié la valeur que tu as partagée, c'est la chaleur. Merci pour ton temps, ta valeur, ton énergie et je te souhaite une bonne continuation, Max. Ouais, à bientôt, Julien. Allez, Salut. bye, ciao.